Bonsoir, on se retrouve pour un chaos global un peu improvisé. Nous sommes le lundi 22 juillet. On avait prévu de partir en vacances, mais enfin, on savait qu'on se retrouverait en cas d'actualité. Et il y a de l'actualité. Je voulais qu'on l'évoque au moins sur le plan international, puisqu'on a à la fois le renoncement de Biden sur lequel on va venir tout de suite. On a aussi de l'actualité importante du côté d'Israël et de la Palestine, puisque d'abord la Cour internationale de justice s'est prononcée sur la légalité de l'occupation israélienne, notamment en Cisjordanie. Mais par ailleurs, il y a une montée de la violence ou de tensions entre Israël et le Yémen, les Houthis, comme on dit, qui sont parvenus à déjouer les services de sécurité, les protections, j'allais dire interstellaires, les protections aériennes de Tel Aviv. On va en dire quelques mots après avoir parlé de Biden. Mais alors donc, hier, Joe Biden a annoncé par un communiqué écrit son renoncement à la présidence des États-Unis. Il faut dire donc c'est déjà une forme qui est peut-être un peu inhabituelle. Officiellement, Biden est retiré dans sa maison du Delaware à cause du Covid, mais il n'est pas apparu en public pour dire je renonce, je soutiens Kamala Harris. C'est une lettre que nous avons publiée sur le fil Telegram pour ceux qui veulent avoir l'actualité en direct. Rejoignez-nous, j'affiche l'adresse ici, n'hésitez pas. Mais c'est par un communiqué écrit qu'on a publié sur le fil Telegram que Joe Biden annonce son renoncement à la présidence des États-Unis. Alors, attention, Eric, si je puis me permettre, il annonce qu'il ne sera pas candidat. Mais. Alors, on ne t'entend pas. Ah, vous m'entendez? Là, ça va? Oui, là, je t'entends. Pardon. Et donc, je disais, attention, il annonce qu'il ne sera pas candidat à la présidence des États-Unis une nouvelle fois. Mais c'est ça qui est assez étonnant dans son communiqué, c'est qu'il entend rester président jusqu'à la fin de son mandat. Ce qui veut dire, moi, ce qui je trouve très caractéristique finalement du comportement des démocrates, il ne met pas en selle Kamala Harris, qui est vice-présidente, et normalement, en cas d'incapacité du président, il serait légitime que la vice-présidente assume ce que prévoit la Constitution des États-Unis. Mais apparemment, le Parti démocrate veut se réserver la possibilité de pousser un candidat qui serait meilleur pour battre Trump. Moi, c'est ce que je comprends. En tout cas, c'est ce qu'Obama a semblé suggérer en disant que le jeu était ouvert. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, Joe Biden dit tout le bien qu'il pense de Kamala Harris, qu'il désigne comme la candidate du Parti démocrate, ou en tout cas qu'il remet d'une certaine façon sa confiance pour être candidate du Parti démocrate. Mais la candidature Kamala Harris, elle est un peu en contradiction avec ce que le bureau politique, si j'ose dire, des démocrates, de fait, pense. C'est-à-dire, comme tu viens de le dire, Obama n'est pas très favorable à cette candidature. Il dit qu'il y aura d'autres candidats. Plusieurs membres de la direction du Parti démocrate, plusieurs éminences, ont dit mais Kamala Harris n'est pas la candidate du Parti démocrate, mais globalement, tout le monde, le peuple, si j'ose dire, la populace du Parti démocrate dit mais si ce sera Kamala Harris. Donc on voit qu'il y a quand même au sein du camp démocrate de vraies incertitudes sur qui porte qui pousse qui. Oui, en fait, je pense qu'on a deux éléments. Il y a trois éléments. Il y a l'élément constitutionnel. Effectivement, normalement, aux États-Unis, quand un président n'est plus capable d'exercer ses fonctions, il renonce. Et à ce moment-là, le vice-président lui succède. De mémoire, la seule exception qui a été faite, c'était lorsque Richard Nixon a démissionné, parce que le vice-président lui-même était impliqué dans l'affaire du Watergate. Et donc, on est allé chercher le numéro 3 sur la liste, qui était Gerald Ford. Mais c'est une exception dans l'histoire. Donc là, déjà, le Parti démocrate semble vouloir s'affranchir des règles constitutionnelles. Deuxièmement, il y a, je pense, un facteur de popularité dans
dans le parti parce que c'est une femme, elle vient de ce qu'on appelle les minorités, donc il y a une partie dans la base du parti, il y a pas mal de gens qui la soutiennent, mais ça, visiblement, les mâles blancs ou pas blancs d'ailleurs du Parti démocrate s'en fichent, ce ne sera pas leur critère. Et troisièmement, effectivement, on a une espèce de manipulation. Ça fait penser quand même beaucoup à ce qui se passe en France. Il fallait battre à un moment le Rassemblement national, donc on a fait une alliance de bric et de broc et puis aujourd'hui on voit que finalement tous ces gens-là ne s'entendent plus. Bon, eh bien, les États-Unis sont toujours précurseurs. Il faut se rappeler qu'en 2020, Sanders, le candidat le plus à gauche du Parti démocrate, était bien parti pour gagner les primaires et on lui a demandé de se retirer parce qu'on pensait qu'il ne pouvait pas gagner contre Trump. Et donc là, on a l'étape suivante, Biden, dont tout le monde savait qu'il était malade il y a 4 ans, il faut quand même le rappeler, mais on avait réussi à camoufler la chose, on l'a poussé à la Maison-Blanche, et il n'arrive pas à aller jusqu'au bout, et on va continuer dans les petites combines. Bon, alors qu'est-ce que ça peut changer dans la donne? Est-ce que de ton point de vue, donc on a vu que Donald Trump a déclaré qu'elle serait plus facile à battre que Biden, si c'était Kamala Harris, données que beaucoup de démocrates doivent avoir en tête aussi et qui expliquent leur fraîcheur vis-à-vis de Kamala Harris, qui n'est pas une personnalité époustouflante, il faut le dire. Elle a ébloui personne jusqu'ici. Non, alors elle a sans doute été calomniée par le clan Biden qui avait intérêt à faire croire qu'elle ne pouvait pas succéder à Biden au cas où celui-ci se retirait. Il faut se rappeler que Biden, en fait, est en mauvaise santé avant même son entrée à la Maison-Blanche et que au bout d'1 an et demi de mémoire, on a envoyé Kamala Harris faire une visite en Amérique latine, un peu pour la mettre en scène parce qu'on pensait déjà que Biden aurait du mal. Et puis après, comme par magie, on n'a eu aucun compte rendu du voyage, mais on nous a dit non, non, en fait, elle s'est plantée, elle n'a pas fait le job. Donc je pense qu'il y a beaucoup de manipulation dans tout ça. Il n'empêche que quand on regarde son curriculum sur 20 ans, puisqu'elle a été attorney de district, procureur de district, pardon, procureur général dans un État, elle n'a pas frappé les esprits par des convictions très affirmées, ni par des actions dont tout le monde se souviendrait. Ça on est bien d'accord là-dessus. Alors, c'est la raison sans doute pour laquelle on essaye de pousser d'autres poids lourds du Parti démocrate, en particulier des gouverneurs d'État. J'ai en tête Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, et puis le gouverneur de l'Illinois, dont le nom va me revenir, mais qui est aussi un poids lourd du parti. Donc on voit dans tous les cas que la politique démocrate, elle restera très liée, on peut le penser, à la logique des néoconservateurs, c'est-à-dire un soutien aveugle à Zelensky, une continuation de la guerre. On va dire quelques mots de ce que Trump propose sur le sujet. Un soutien à Israël. Alors on dit que Kamala Harris serait peut-être moins phobiquement anti-palestinienne que ne peuvent l'être un certain nombre de démocrates américains, mais les lignes resteront les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de surprises à attendre. Alors, je pense, tu le disais à l'instant, l'objectif, c'est de battre Trump. Donc, ça va être le premier critère. Ensuite, si un candidat réussissait à battre Trump, à ce moment-là, même s'il n'était pas totalement néoconservateur, je pense que l'establishment ferait ce qu'il faut pour le ramener à la raison. Mais le premier objectif va être de battre Trump. C'est ce qu'on va voir d'après les sondages, je pense, dans les jours qui viennent, et c'est ce qui va expliquer que tel ou tel candidat finalement soit retenu par la convention du parti. Mais il va y avoir beaucoup de disputes, je pense, et puis on arrive à un moment où on va dire la base du Parti démocrate considère qu'elle a été manipulée depuis plusieurs années et donc pourrait aussi, je pense en particulier aux délégués à la convention, il n'est pas sûr qu'on les maîtrise totalement. Parallèlement, donc Trump, on l'a effleuré, continue son œuvre d'explication, continue sa campagne. Il a été officiellement investi avec le vice-président Vance, enfin le candidat à la vice-présidence.
il a pris des positions, on a commencé à comprendre qu'il avait pris des positions sur l'Ukraine. Est-ce que tu peux nous en dire 3 mots, puisqu'en gros, il a commencé à expliquer son action lorsqu'il serait élu? Oui, alors on a compris que la mission de Viktor Orban, lorsqu'il s'est rendu en Ukraine, puis en Russie, puis en Chine, puis chez Donald Trump, petit détour lors du sommet de l'OTAN, n'était sans doute pas totalement hors sol. Vraisemblablement, il y a une partie de l'État profond américain qui regarde avec bienveillance la mission d'Orban en se demandant comment s'en sortir en Ukraine. Et c'est sans doute une partie de l'État profond qui est plus proche du Parti républicain, ça va de soi, mais qui en plus est plus farouchement pro-Israël et considère que la guerre d'Ukraine détourne de l'assistance à Israël. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. D'ailleurs, regardez les positions de Viktor Orban. Viktor Orban est farouchement pro-Israël. Hein, il faut avoir ça en tête. Il va même y avoir un match de football qui ne peut pas avoir lieu en Belgique dans quelques semaines, je crois, et qui va avoir lieu à Debrecen en Hongrie. C'est Israël contre, j'ai oublié quel est Oui, le Mali, je crois. Voilà, et on a peur d'incidents dans les différents stades de football de Belgique, et donc ça va avoir lieu à Debrecen. Donc, je ferme cette parenthèse, c'est le contexte général. Et Orban, qui est certes très attaqué par Bruxelles, qui est attaqué par le Parti démocrate américain, en tout cas une partie du Parti démocrate, a en même temps des appuis dans l'État profond américain parce qu'il est farouchement pro-Israël. Ça, il faut l'avoir en tête. Alors, ça nous ramène au sujet. Trump a toujours dit qu'il voulait résoudre vite la crise ukrainienne au cas où il était élu. Donc, à partir de là, il y a effectivement la nécessité d'accepter la perte d'un certain nombre de territoires. On comprend bien que l'enjeu va être de savoir ce qui advient au reste de l'Ukraine. Et là, pour l'instant, dans ce que j'ai lu, je peux me tromper, Donald Trump n'est pas très précis. Il ne veut pas s'engager, il ne veut pas se lier les mains, il ne veut pas avoir l'air d'abandonner l'Ukraine, mais on peut penser que les deux volets de sa politique, ça sera d'accepter, parce qu'il n'y a pas le choix, la neutralisation de ce qui reste de l'Ukraine et d'autre part de renforcer les alliés de l'OTAN, en particulier la Pologne. On peut penser que ça sera les termes du deal qui sera passé directement avec Poutine. Hein. Ça se jouera entre Trump et Poutine si Trump est élu. On précise que militairement sur le terrain, l'armée russe joue une double carte, c'est-à-dire que l'armée russe a retiré ses navires de Crimée pour éviter des pertes inutiles, et en même temps, sur le terrain terrestre, si j'ose dire, l'armée russe avance méticuleusement, village par village, et ça sent quand même le roussi un peu pour Zelensky, qui, je crois, a perdu 1 millier de soldats dans une tentative de contre-offensive qui a échoué. Ah ben Zelensky perd au moins 1000 soldats par jour, et certaines estimations disent même plus. Donc on a parlé de telle contre-offensive, mais bon, d'abord, l'armée russe a repris le peu de territoire que l'armée ukrainienne avait conquis il y a 1 an lors de ce qu'on appelait la contre-offensive ukrainienne. C'était pas beaucoup, c'était quelques kilomètres à chaque fois, mais l'armée russe les a repris. D'autre part, au nord, l'armée russe avance systématiquement. Alors, c'est pas spectaculaire, mais on est toujours dans le cadre défini, que nous avons essayé d'expliquer au courrier depuis le début de la guerre, c'est que l'armée russe n'est pas pressée, aussi étonnant que ça paraisse, et il s'agit plutôt d'user l'armée ukrainienne. Au-delà de ça, il y a des bombardements toujours plus intensifs des infrastructures énergétiques ukrainiennes, avec la possibilité de porter une espèce de coup de grâce avant l'hiver, vraisemblablement, si les négociations n'avançaient pas.
Voilà le tableau. La flotte de Crimée, effectivement, c'est quelque chose. Là aussi, je crois que nous l'avons souligné depuis longtemps au courrier. Le point où la campagne russe n'était pas bien préparée, c'était effectivement concernant la flotte de Crimée, puisque la campagne qui devait être brève au départ a duré trop longtemps et Erdogan a joué son rôle de gardien des détroits du fait des conventions sur les détroits qui permettent de passer entre la Méditerranée et la mer Noire, et il a interdit aux deux belligérants de faire passer de nouveaux navires de guerre. Donc là, les Russes ne sont pas assez nombreux en termes d'effectifs. Par ailleurs, la guerre des drones, et à la fois drones sous-marins et drones aériens, est très dangereuse pour la flotte russe. Donc on suivra ça, mais on a compris que l'arrivée de Donald Trump, on le voit, est déjà annonciatrice de changements internationaux rapides qui évidemment ne vont que faire monter la pression autour de son élection, notamment pour tous ceux qui souhaitent que la guerre en Ukraine continue parce qu'elle permet de vendre des armes et d'antagoniser les deux camps. Par ailleurs, on a sur le front palestinien, si j'ose dire, des nouvelles là aussi importantes, notamment cet arrêt de la Cour internationale de justice, qui est non contraignant, mais qui déclare illégale l'occupation de la Cisjordanie par Israël. Décision qui ne surprend personne, parce qu'en réalité, le droit international rendait cette occupation illégale de toute façon. Alors, effectivement, à première vue, il n'y a pas de raison de se dire c'est sensationnel comme nouvelle, puisque la Cour, dans l'avis qu'elle rend, qui est un avis consultatif, à la demande de l'Assemblée générale, la Cour rappelle le droit international. D'ailleurs, je recommande la lecture du résumé de 26 pages qui existe en langue française. Mathias, je le publierai comme document ce soir pour nos lecteurs sur le courrier. Et je recommande vraiment la lecture puisqu'il rappelle l'ensemble des résolutions de l'ONU, des débats entre membres du Conseil de sécurité, entre membres de l'Assemblée générale, depuis 1947, depuis la création de l'État d'Israël enfin, le départ des Britanniques, la résolution de l'ONU, la création de l'État d'Israël, la première guerre et la première tentative de l'ONU de stabiliser la situation fin 48. Et donc, c'est très clair et ça rappelle le droit international et ça rappelle l'illégalité de l'occupation depuis 67. Faut le rappeler, depuis 67, ça fera bientôt 60 ans des territoires qui étaient effectivement prévus par l'ONU pour être des territoires palestiniens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est que la Cour dit ça devrait avoir des conséquences immédiates. C'est-à-dire que la Cour dit, par exemple, Israël devrait se retirer immédiatement. Donc, on voit bien que plus de poids est donné à l'ONU, plus d'autorité potentiellement, ça fragilise le blocage systématique que les États-Unis font en faveur d'Israël, et puis ça met surtout Israël un peu plus en situation délicate, internationalement, juridiquement parlant, puisqu'il y a un moment où ils vont devoir rendre compte de ce qui se passe pour l'occupation de Gaza, puisque la Cour rappelle que c'est pas parce que l'armée israélienne s'était retirée en 2004 de Gaza que ça n'aurait pas cessé d'être un territoire occupé. Et donc, il y a un certain nombre de conséquences juridiques, mais aussi politiques. En tout cas, on voit bien que pour Israël, il sera de plus en plus difficile de tenir la posture de nous sommes victimes des méchants qui veulent nous exterminer. Et on voit bien que là, le droit international est en train de laisser dans le marbre, de graver dans le marbre la trace du fait que l'Occident n'est pas du côté du droit international. Enfin, l'Occident est du côté du droit international quand ça l'arrange, puis quand ça ne l'arrange pas, on oublie le droit international et on invoque plein d'autres principes, celui de la vengeance contre les populations civiles et autres choses de ce genre. Alors, effectivement, ça fragilise beaucoup la position occidentale sur l'Ukraine, consistant à reprocher à la Russie d'avoir annexé des territoires.
Donc, déjà là, il y a un premier problème. Deuxièmement, ça permet à la Russie de dire, mais voyez que bon, comment l'Occident se comporte, donc la Russie elle-même en profite de cette situation. Mais de manière plus importante, je crois que ceux qui sont confortés, ce sont des États comme la Chine et un certain nombre d'États arabo-musulmans qui, depuis longtemps, demandent le respect des résolutions de l'ONU. Je suis frappé de voir aussi que, par opportunisme, l'Union européenne s'est ralliée à la position de la Cour internationale de justice. Ça veut dire que l'équipe de von der Leyen et compagnie sent que le sol bouge sous ses pieds. C'est d'autant plus vrai, et c'est important, je crois, de le souligner, puisque on rebouclera un tout petit peu sur la situation française, enfin des missions. Donc, on a vu que finalement Tel Aviv a été frappé par un drone sud-yéménite, ce qui paraît difficile à croire, qui est quand même là, puisque Israël est doté de systèmes de sécurité, d'interception, etc. Et que Tel Aviv, la capitale, le poumon économique du pays, soit soudain frappé par un missile venu, un drone venu du Yémen du Sud, qui est un pays jugé arriéré par beaucoup de gens, ça défie l'entendement. Enfin, on découvre que les Sud-Yéménites ont un équipement extrêmement redoutable, un équipement militaire extrêmement redoutable. Oui, quand on a suivi le conflit depuis le départ, et je pense que de ce point de vue-là, le courrier a bien informé ses lecteurs, on sait que Ansar Allah, les Yéménites du Sud, qui effectivement ont pris parti pour les Palestiniens, ont donné énormément de fil à retordre déjà à la flotte américaine et à la flotte britannique. Ils auraient même touché le porte-avions Eisenhower avec des missiles, à tel point que le porte-avions Eisenhower a dû prendre ses distances pour éviter d'être touché une deuxième fois. Ce qu'on n'a pas suivi peut-être au quotidien dans les grands médias, mais le courrier s'en est fait l'écho régulièrement, ce sont des frappes de drones et de missiles sur Eilat, hein, au sud. Qui est au sud, donc à la jointure, si j'ose dire, notamment avec l'Égypte. Voilà. Ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que il y a des tirs quasi quotidiens de drones partis des territoires d'Ansar Allah, donc du Yémen, ce que j'appelle le Yémen libre, et qui vont frapper, qui visent l'État d'Israël. Là, pour la première fois, il y a un drone qui a réussi à contourner les défenses israéliennes et américaines, puisqu'il est passé, si j'ose dire, il a contourné le dôme de fer, mais il n'a pas été arrêté non plus par les défenses américaines en Méditerranée. Et il est arrivé à, si j'ai bien suivi sur la carte, il est arrivé à Tel Aviv par la mer. Donc, c'est effectivement une grosse défaite parce que ça prouve qu'il y avait au moins un trou dans la raquette et surtout psychologiquement, c'est Tel Aviv, c'est la capitale, c'est le centre économique, c'est un centre économique important du pays, et donc ça veut dire qu'on peut faire plus, d'autant que le Hezbollah, lui, pour l'instant, n'a pas fait ça, mais pourrait le faire avec plus de technologie que les Yéménites. Et on sait aussi qu'il y a des missiles qui sont partis de l'Irak, de zones d'Irak où il y a une résistance chiite, pour aller frapper Haïfa. Et globalement, si on regarde tout ce qui se passe, il y a derrière tout ça une technologie iranienne. Et donc, c'est un signe de plus que l'Iran monte en puissance doucement, mais de plus en plus fermement face à Israël, en disant nous pouvons faire de gros dégâts ou nos alliés peuvent faire de gros dégâts. Concrètement, donc j'ai évoqué dans une vidéo sur la chaîne Patrimoine sur les risques patrimoniaux qui courent et qui couvent cet été à cause d'un possible hyper 11 septembre qui revient très souvent dans la bouche de nos responsables. C'est une crainte
officielle. D'ailleurs, Gérald Darmanin s'est exprimé dans la presse ce matin pour dire pas du tout, tout va bien, tout est sous contrôle. Ça n'arrivera pas. On a vu que les services israéliens étaient déployés en France pour protéger les athlètes israéliens à l'occasion des JO, parce que tout le monde redoute un coup d'éclat terroriste sur le sol français. Donc, tout ça pourrait avoir des conséquences. On le sent bien dans une atmosphère extrêmement inflammable entre la tension aux États-Unis, les enjeux qui existent en Ukraine, les enjeux très forts évidemment en Palestine. On voit bien qu'il y a des craquements de partout et que à tout instant le volcan peut entrer en éruption. Et donc ça comporte un risque patrimonial très fort pour nous. Est-ce que, Édouard, donc j'ai parlé du risque outil qui existe sur eux, du risque Ansar Allah, comme tu dis, qui est doté d'équipements extrêmement performants. Des responsables français disent, mais en fait, on serait pris au dépourvu si un drone du Yéménite devait attaquer les Jeux Olympiques, par exemple, parce que nous n'avons pas de dôme de fer. Alors, je ne dis pas, bien entendu, que un drone va venir du Sud-Yémen jusqu'en France. Ça ne me paraît pas possible en termes de rayon d'action, comme on dit. En revanche, on peut imaginer que des groupes terroristes, désormais, soient très bien équipés et n'aient pas besoin de se doter de Kalachnikov pour mener des actions sur un territoire étranger. Ils peuvent faire ça depuis une grange cachée quelque part dans une ferme, et y compris dans une ferme du Gers, parce que je pense que la distance entre Tel Aviv et le Sud-Yémen doit être à peu près de cet ordre-là. On pourrait tout à fait imaginer une opération de ce genre. Alors, effectivement, Eric, trois petites remarques. La première, c'est que on est frappé de voir la facilité technologique et l'effet destructeur. Même en Russie, on voit qu'il y a des agents ukrainiens dissimulés. C'est facile, les Ukrainiens parlent souvent la même langue que les Russes, et qui arrivent à envoyer des drones, qui ont réussi à envoyer des drones jusque sur Moscou. Donc même la Russie, qui est plus affûtée que la France du point de vue militaire, et qui est en état de guerre, n'échappe pas à ça. Deuxième chose, ce qui m'effare dans cette situation des Jeux Olympiques, c'est que la France n'est plus un État souverain. On a de la police venue de différents pays de l'Union européenne, et tu viens de le dire, on a aussi les services israéliens, ce qui en soi m'effraie, parce que les services israéliens ne sont pas connus pour la clarté de leurs objectifs, et ils sont parfaitement à l'aise dans des situations d'ambiguïté et de manipulation. Donc ensuite, quel pourrait être le jeu, effectivement, de groupes extrémistes radicalisés qui voudraient créer quelque chose, mais avec la bénédiction d'une partie de l'État profond, se disant qu'un événement sécuritaire très grave est peut-être la seule manière de reprendre les choses en main face au recul, enfin pour empêcher le recul qui est évident, aussi bien sur le front interne américain qu'en Ukraine, et donc la France. Voilà, la France pourrait être le théâtre d'un jeu très complexe, mais où certains se diraient qu'après tout, un bon petit attentat, ça serait bien malheureux, il y aurait des victimes françaises, mais ensuite ça permettrait de reprendre tout le monde en main, y compris Donald Trump d'ailleurs, parce que s'il y a un attentat en France, Donald Trump va expliquer que Macron est un incapable, et que si lui est au pouvoir, ce genre de choses ne se passera jamais. Donc j'en profite pour faire une petite remarque complotiste. Oui, je me confesse, j'étais moi-même à la limite du complotisme dans ce que je viens de dire. Hein. Tu auras un Rudi Reichstadt d'or si tu continues. Voilà, oui. On remarquera donc que tout le monde a noté que Emmanuel Macron a annoncé qu'il n'y aurait pas de gouvernement avant la fin des Jeux Olympiques. On rappelle qu'au courrier, on disait il y a 6 mois que Macron comptait sur une réussite des Jeux Olympiques pour dissoudre l'Assemblée nationale et se refaire une santé. Là, la dissolution, il l'a faite plus tôt. Ça a plutôt raté, mais il annonce un gouvernement pour après les JO. Donc les JO vont réussir
il compte dessus, ou bien les JO vont être l'occasion de reprendre la situation en main d'une façon ou d'une autre. Tout le monde a compris ce que je voulais dire. Oui, vas-y. S'il y a un attentat, la France insoumise a peu de chances de nommer le Premier ministre. Ah ben, tu as noté d'ailleurs que je vais évidemment pas retomber sur son nom, c'est aussi la vieillerie, voilà, on oublie, le rival de Ciotti à Nice, Estrosi? Estrosi, Christian Estrosi, a appelé à la dissolution de la France insoumise. Donc on sent là qu'il y a une tension, c'est soit ils arrivent au gouvernement, soit ils vont mal finir. J'en profite pour dire donc rendez-vous sur notre chaîne YouTube Patrimoine, 4,99 € par mois. Tout l'été, on va vous donner de l'info, pas seulement hyper économique spécialisée, mais toute l'info dont vous avez besoin pour suivre la tendance mondiale, parce que tout le monde a compris que eh bien, si les tensions continuent, le prix de l'or va monter et puis les monnaies des pays, des zones appliquées, par exemple l'euro, vont commencer à souffrir et on peut penser qu'il y aura un mois de septembre chahuté sur les marchés, septembre-octobre. J'ajoute que donc, nous vous donnons des conseils, y compris des conseils concrets sur comment transporter du cash, jusqu'à quel montant de cash vous pouvez retirer, jusqu'à quel montant de cash vous pouvez payer, comment acheter des francs suisses. C'est sur la chaîne YouTube Patrimoine. Je remets sous cette vidéo, dans la description de cette vidéo KO Global, je remets l'adresse de notre chaîne Patrimoine. C'est très simple de souscrire, 4,99 € par mois. Et puis là, vous voyez en dessous, là, c'est là, l'adresse de notre fil Telegram gratuit. Si nous n'avons pas forcément le temps de faire des papiers longs cet été, parce que de temps en temps aussi, on prend des vacances, eh bien, rendez-vous sur le fil Telegram. On mettra au moins des informations très brèves pour que vous soyez informés. Hier soir, en priorité, on a publié pratiquement avant tout le monde l'annonce de Joe Biden. Donc, tout le monde pouvait être informé et en se référant aux sources. Donc, ça permet d'avoir une information factuelle précise. Édouard, et bien entendu, abonnez-vous au Courrier des Stratèges. Édouard, on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Oui, juste pour abonder ce que tu viens de dire, il y a deux armes pour l'establishment washingtonien. S'il veut essayer de reprendre la situation, il lui reste deux armes. Ça serait par exemple un événement dramatique, comme nous l'évoquions, de type attaque terroriste, en France par exemple. Et l'autre arme, c'est laisser élire Trump, mais provoquer un effondrement de l'économie américaine, que Trump n'ait pas le temps, en fait, de s'installer au pouvoir et qu'il y ait une crise, qu'ils doivent gérer une crise tout de suite. Donc, ce que nous faisons sur le patrimoine et la nécessité de se protéger. En octobre ou novembre. Voilà. Et donc, la nécessité de se protéger, ce sont les deux piliers, en fait. Il y a comprendre le monde, le décrypter et surtout protéger votre argent. Anticiper. On note que tu as produit cet article sur l'arme économique que l'establishment pourrait utiliser contre Trump pour l'obliger à rentrer dans le monde. À bientôt, Édouard, et puis profite comme un peu de tes vacances. À bientôt, Eric.